Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Réal Discussion de Réal à mort. Tout d'abord, je me présente, je suis Simona, je suis neurologue, je suis le chef de l'équipe neuroscientifique de Réal à mort. Réal à mort est une agence de rencontres qui est caractérisée par un suivi d'une équipe neuroscientifique. Elle se dédie en fait à la rencontre entre célibataires qui sont à la recherche d'une histoire d'amour stable et durable. Des gens qui veulent s'engager sérieusement, des gens prêts à vouloir évoluer pour pouvoir se donner un maximum de chances de trouver l'amour, de ceux qui ont déjà essayé des applications de rencontres et qui n'ont pas trouvé leur place là-dedans, des gens qui veulent des possibilités concrètes de trouver une personne compatible, de se faire respecter et de respecter l'autre, et pour finir, de croire encore une fois en l'amour. L'équipe de Réal à mort, elle est caractérisée par deux parties. On a d'une part une équipe neuroscientifique interne qui est caractérisée par moi-même, que je suis une neurologue, et un neuropsychologue, un psychologue et une infirmière scientifique. Et puis, on a une équipe externe qui est caractérisée par des coachs. Céline Boitel, Sonia Favre, Fabien Vorillon, Lisa Lard, Maxime Godin, qui est notre animateur de ce soir, et Gladys Ozono font partie de notre équipe de coachs. À savoir que si vous êtes client de Réal à mort, on peut vous mettre en contact avec notre équipe externe qui va vous aider justement à prendre de la clarté dans votre choix en amour. Et alors, si vous voulez devenir client de Réal à mort, vous pouvez créer un compte gratuit. Ensuite, vous devez choisir entre ce que vous cherchez, si c'est de l'amour, si c'est plutôt des relations coquines ou si ce sont des relations plutôt amicales. Et vous aurez ensuite un questionnaire de 200 questions à répondre qui sont très importantes pour nous car elles nous donnent déjà un aperçu de votre situation générale et aussi un petit aperçu de votre personnalité. Ensuite, en fait, vous aurez un rendez-vous de validation en ligne avec notre équipe interne. C'est un rendez-vous qui est déjà payant, mais ça nous permet de venir en contact avec vous, de vous connaître en profondeur. Ces rendez-vous se fait en visioconférence comme celle qu'on vient de faire maintenant, mais uniquement entre nous. Et pendant ces rendez-vous, on va vous poser toute une série de questions concernant votre passé, ce que vous vous attendez encore de l'amour, quelles sont vos peurs, quelles sont vos craintes. Ensuite, une fois que le rendez-vous de validation a été réalisé, pour rappel, ce rendez-vous est enregistré justement pour que notre équipe interne puisse le revoir même à distance du temps, et bien, vous aurez un choix d'abonnement où on vous rappelle la promo qu'il y a pour l'instant, un an d'abonnement, c'est un suivi à vie de notre agence. Et donc, en fait, par après, ben, c'est parti à vie, vous aurez à payer en une fois le total de l'abonnement d'un an et notre équipe va vous suivre à partir de ce moment-là à vie. Et alors, je présente Maxime Godin, qui est notre coach en traumatisme, confiance en soi, équilibre personnel et professionnel, qui va nous présenter ce soir comment passer à l'action en amour. Donc, je vais départager ici mon écran et je vais demander à Maxime de se connecter. Bonjour Maxime, Et bonsoir Simona. comment vas-tu? Très bien, merci. Ben voilà, je vais te laisser la parole et Oui, j'ai hâte de ce webinaire avec toi et merci de ta présence. super. Merci. Bon, ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là et d'assister à ce webinaire. Et encore merci à Simona de pouvoir parler du sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est comment passer à l'action en amour. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter rapidement. Je suis Maxime, coach de vie, à aider les personnes qui souhaitent créer un meilleur équilibre dans leur vie relationnelle, professionnelle et émotionnelle. Alors, nous allons pas tarder, on rentre dans le vif du sujet. Comment passer à l'action d'amour, qui est bien sûr pour moi un sujet primordial. Alors, on y va.
l'amour, si vous êtes bien d'accord, c'est un sujet universel. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de passer à l'action, il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées. Elles ressentent que ce soit de l'attirance, de l'intérêt, parfois même de l'amour, mais elles n'agissent pas. Pourquoi? Parce que l'action en amour, ce n'est pas seulement envoyer un message ou inviter quelqu'un à boire un café. C'est s'exposer à l'incertitude. C'est prendre le risque d'être refusé, mal compris ou déçu. Et paradoxalement, l'amour, c'est des souffrances amoureuses qui viennent, la plupart des souffrances qui viennent pas des échecs, elles viennent des occasions manquées. Pardon. On regrette davantage ce que nous n'avons pas osé faire, mais que ce qui a fonctionné. Aujourd'hui, ce que nous allons explorer ensemble, pourquoi on n'agit pas. Pourquoi on n'agit pas? Parce qu'on ressent des blocages internes. Comment développer un état d'esprit propice à l'action? Les étapes concrètes, pour créer des opportunités amoureuses. Comment gérer le rejet et persévérer? Comment construire une relation authentique plutôt que chercher la perfection? Alors, on va élaborer et entamer cette première partie, comprendre nos blocages. Avant de parler de séduction, on rencontre de relations, il est essentiel de comprendre une chose. La plupart des obstacles ne sont pas extérieurs, ils sont intérieurs. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ne passent pas à l'action parce qu'elles manquent d'opportunités, pas parce qu'elles ne sont pas assez attirantes ou parce qu'elles ne sont pas rencontrées la bonne personne. Mais lorsqu'on creuse un peu, on découvre souvent que le véritable obstacle, ce n'est pas la situation en elle-même, c'est ce qui se passe dans notre tête. Nous allons explorer 3 grands freins: l'attente du moment parfait, la peur du rejet et l'idéalisation. Ensuite, le piège du moment parfait, oui. Combien de fois avons-nous entendu ou prononcé des phrases comme « je vais attendre un peu, ce n'est pas le bon moment, je dois d'abord travailler sur moi, quand j'aurai plus confiance, je me lancerai ». Ces phrases, elles semblent raisonnables, mais pourtant elles cachent souvent une réalité plus profonde, qui est la peur. Nous imaginons qu'un jour, nous nous réveillerons avec une confiance absolue, on imagine qu'un déclic magique va se produire, que soudainement on saura quoi dire, quoi faire, qu'on sera certain à 100% de nous. Mais prenons un exemple simple. Dans notre entourage, on ne voit pas souvent des choses parfaites. Par exemple, un exemple que j'aime bien, c'est personne n'apprend à nager en lisant des livres sur la natation. À un moment donné, il faut entrer dans l'eau. L'amour, c'est pareil. L'amour, ça fonctionne de manière similaire. On ne développe pas son aisance relationnelle en attendant. On la développe en rencontrant des gens, en échangeant, en osant, tout simplement. Les personnes que nous percevons comme très confiantes, elles n'ont pas forcément commencé avec davantage d'assurance que les autres. Elles ont simplement accumulé plus d'expérience. Chaque conversation, chaque rendez-vous, chaque tentative leur a permis de progresser. La confiance est souvent le résultat du mouvement par la pratique, pas sa condition préalable. C'est la peur du rejet le frein numéro 1 d'après moi. S'il existe un blocage presque universel en amour, c'est bien celui-là. Cette peur est profondément humaine. Elle ne suffit pas que nous sommes faibles. Elle fait partie de notre fonctionnement naturel. Pendant des années, être exclu du groupe pouvait mettre notre survie en danger. Notre cerveau conserve encore aujourd'hui cette sensibilité particulière à l'acceptation sociale. C'est pourquoi un simple non merci peut être parfois vécu comme une catastrophe. Mais pourtant, réfléchissons un instant. Un refus, ça nous affecte autant. Pourquoi? Parce qu'on lui donne trop souvent une signification qu'il n'a pas. On transforme cette personne, on transforme un non par cette personne n'est pas intéressée ou je ne suis pas assez bien. Ce sont pourtant 2 choses totalement différentes. Un refus ne se mesure pas un refus, ne reflète pas notre propre valeur. Il mesure uniquement une compatibilité à un instant donné. Dans la vie quotidienne, nous refusons constamment des choses, que ce soit un film, un restaurant, une invitation, une proposition professionnelle par exemple. Mais ça ne signifie pas ce qui est refusé est mauvais. Ça signifie simplement que ce n'est pas ce que nous recherchons à ce moment-là. En amour, c'est pareil. Un refus, ce n'est pas un verdict, c'est une information, tout simplement. Et souvent, cette information, elle est préférable à des mois d'incertitude. Car l'incertitude, elle peut devenir une sorte de prison, qu'elle soit mentale, peu importe. On imagine, on interprète, on espère, on suranalyse le moindre message, on se demande ce qui aurait pu se passer. Finalement, le rejet réel dure quelques minutes.
Attendre sans réponse, ça peut durer des mois. Le poids du regard des autres, il existe. Il existe, certes, mais c'est un autre frein dont on parle peu. Le regard des autres, d'après moi, on y accorde beaucoup trop d'importance. Beaucoup de personnes n'ont pas seulement peur d'être rejetées, ils ont peur d'être rejetées par la personne, comment dire. Elles ont peur d'avoir l'air de ridicule, tout simplement. Elles se demandent que vont penser ses amis, si quelqu'un l'apprend, qu'elle agit de telle manière, etc. Et si je passe pour quelqu'un de maladroit, c'est une question qu'on peut se poser. Et cette peur, elle est particulièrement légitime, mais elle est forte dans les environnements où tout semble observé et commenté. Mais posons-nous une question. Combien de temps pensez-vous aux erreurs amoureuses des autres, sincèrement? Probablement peu. Parce que chacun est principalement occupé à gérer sa propre vie. On surestime énormément l'attention que les autres nous accordent. Et ce phénomène il est très connu en psychologie, sous le nom d'effet de projecteur, on peut appeler ça. Nous avons l'impression d'être constamment observés, alors qu'en réalité, chacun est surtout concentré sur lui-même. La plupart des gens, ils admirent davantage quelqu'un qui ose que quelqu'un qui reste passif. Même lorsque le résultat n'est pas celui espéré. Alors, on va aborder un autre point, alors c'est l'idéalisation. Quand l'imagination remplace la réalité, oui, un autre obstacle fréquent est l'idéalisation. On rencontre quelqu'un, cette personne nous plaît, et progressivement, on commence à construire une histoire dans notre tête. On imagine sa personnalité, nos futures conversations, une éventuelle relation, parfois même un avenir ensemble. Le problème est que nous tombons parfois amoureux d'une projection plutôt qu'une projection réelle. Et plus cette projection grandit, plus il devient difficile d'agir. Pourquoi? Parce que l'enjeu devient énorme d'un coup. On risque plus seulement une conversation, on risque l'effondrement d'un scénario entier qu'on s'était mis en tête. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on risque d'être très déçu. C'est pour ça qu'il est souvent préférable d'agir relativement tôt. Par exemple, une rencontre réelle apporte des informations réelles, tout simplement. L'imagination, elle, fabrique souvent des illusions. Et l'amour authentique ne peut naître qu'à partir de la réalité. Je pense que pas mal de gens peuvent être d'accord avec ça. Ensuite, un autre point, la peur du changement. Alors oui, il existe un blocage plus subtil, c'est la peur du changement. Même lorsque nous nous plaignons de notre situation sentimentale, celle-ci, elle nous est familière. On est entre guillemets dans notre zone de confort. Nous savons à quoi nous attendre. Passer à l'action, ça signifie entrer dans l'inconnu. Et l'inconnu, ça provoque naturellement une forme d'inconfort. Car si cela fonctionne, notre vie, elle va changer, d'une manière ou d'une autre. Et si cela ne fonctionne pas, nous devrons gérer notre déception, bien sûr. Dans les deux cas, quelque chose bouge. Or, l'être humain, il préfère souvent une situation imparfaite mais connue, comme on disait la zone de confort, à une situation potentiellement meilleure mais incertaine. C'est pourquoi tant de personnes, elles restent immobiles. Non pas parce qu'elles ne veulent pas aimer, mais parce que aimer implique d'accepter le mouvement, qu'il soit bon ou mauvais. Et lorsqu'on observe tous ces blocages, la peur du rejet, l'attente du moment parfait, le regard des autres, comme on a pu parler en amont, l'idéalisation, la peur du changement, on comprend une chose essentielle. Le problème, il n'est généralement pas le manque d'amour. Le problème est le manque de passage à l'action. La bonne nouvelle, c'est que ces blocages, ce ne sont pas des fatalités. C'est précisément ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Comment changer sa vision de l'amour pour devenir acteur de sa vie sentimentale plutôt que simple spectateur. Alors, on va entamer la deuxième partie, qui est changer sa vision de l'amour. Alors, maintenant, oui, qu'on a principalement identifié les principaux blocages qui empêchent de passer à l'action, une question va se poser. Pourquoi certaines personnes osent-elles avancer malgré leur peur, alors que d'autres restent paralysées pendant des années? La réponse, elle tient souvent à leur manière de voir l'amour. Avant même de changer nos comportements, il faut parfois changer nos croyances, que ce soit des croyances limitantes, etc. Car nous n'agissons pas en fonction de la réalité telle qu'elle est, mais en fonction de la réalité telle que nous la percevons. Et lorsque notre vision de l'amour est faussée, l'action devient très difficile. Alors, l'amour n'est pas une récompense. Alors, oui. L'une des croyances les plus répandues est la suivante. Quand je serai suffisamment bien, quelqu'un m'aimera. Certaines personnes pensent
qu'elles doivent perdre du poids, gagner plus d'argent, être plus cultivées, avoir davantage confiance en elles. On revient aux croyances limitantes. Régler tous les problèmes personnels, etc. Elles considèrent l'amour comme une sorte de diplôme que l'on obtient lorsqu'on est enfin devenu une version parfaite de soi-même. Mais la perfection, comme on le sait, elle n'existe pas. Si on observe la réalité, honnêtement, on connaît, que ce soit vous ou moi, je ne pense pas qu'on connaisse des couples où les deux personnes sont parfaites. Parce que ça n'existe pas d'après moi. Peut-être un jour, mais pas pour le moment. L'amour, il n'arrive pas lorsque tout est réglé. Il arrive souvent alors que beaucoup de choses sont encore en construction. Les relations humaines ne se créent pas entre des êtres parfaits, elles se créent entre des êtres imparfaits qui acceptent de se rencontrer. Attendre d'être irréprochable avant d'aimer revient un peu à attendre d'être en parfaite forme physique avant de commencer le sport, par exemple. Vous voyez où je veux en venir? Le processus fait partie du développement, l'amour aussi. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas travailler sur soi. Bien sûr qu'il faut évoluer. Mais il y a une différence entre progresser et se croire indigne d'amour tant qu'on n'a pas atteint un idéal impossible. On va aborder le point numéro 2, sortir du modèle « je dois être choisi ». Oui, beaucoup de personnes abordent l'amour avec une posture passive. Elles attendent d'être remarquées, d'être validées, d'être choisies. Comme si elles passaient un examen, comme on disait, permanent. Elles se demandent, vais-je lui plaire? Est-ce que je suis assez intéressant? Est-ce qu'il ou elle va me trouver attirant? Ces questions, elles sont normales, bien sûr, légitimes, mais elles placent tout le pouvoir dans les mains de l'autre, et pas dans les nôtres. Or, une relation, ce n'est pas un concours. Vous n'êtes pas seulement là pour être évalué, vous êtes également là pour évaluer l'autre personne. La question ne devrait pas être uniquement, est-ce que je lui plais? Mais aussi, est-ce que cette personne me convient? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs, etc. Ces relations a-t-elle du sens pour moi? Cette relation, a du sens pour moi. Ce changement paraît subtil, pourtant il transforme complètement l'état d'esprit, notre façon de voir les choses. Vous cessez d'être un candidat, vous devenez un participant. Et lorsque vous n'êtes plus obsédé par l'idée d'être choisi, il devient beaucoup plus facile d'agir. Le point numéro 3, c'est passer du fantasme à la rencontre. C'est vrai qu'on vit dans une époque où les histoires d'amour, elles sont omniprésentes. On peut voir dans les séries, les chansons, les réseaux sociaux, bien sûr. On est exposé à des récits extrêmement romancés, pas loin de la perfection. Le problème, c'est que ces récits, elles créent parfois des attentes irréalistes. On imagine que tout doit être évident, immédiatement. L'alchimie, elle doit être parfaite, la connexion doit être instantanée. L'autre doit correspondre exactement à nos attentes. Or, dans la vraie vie, les plus belles histoires commencent souvent de façon beaucoup plus simple, parfois même de façon banale. Une conversation, un échange imprévu qui se développe progressivement, etc. L'amour durable est rarement spectaculaire au départ. Il est souvent discret, il grandit avec le temps. Lorsque nous attendons une émotion extraordinaire dès les premières minutes, nous risquons de passer à côté de nombreuses personnes extraordinaires. Le point numéro 4. Comprendre que l'amour est une expérience, pas un récit, pas un résultat. Alors ensuite, beaucoup de gens voient l'amour comme un objectif. Trouver quelqu'un, se mettre en couple, réussir sa relation. Mais cette vision, elle peut devenir contre-productive. Pourquoi? Parce qu'elle transforme chaque rencontre. Je vais ressortir l'exemple de l'examen. Chaque rendez-vous devient une épreuve, elle devient un échange comme une évaluation. La pression, elle monte et la spontanéité disparaît. Une approche plus simple consisterait à considérer l'amour comme une expérience. Chaque rencontre peut nous apprendre quelque chose, que ce soit sur nous-mêmes, sur nos attentes, nos besoins, notre manière de communiquer. Même lorsqu'une relation ne dure pas, même lorsqu'elle ne commence jamais vraiment en soi. Une expérience amoureuse n'est pas forcément un échec parce qu'elle ne mène pas une histoire de 10 ans. Elle peut avoir une valeur immense. Elle peut nous avoir permis de grandir, d'évoluer, de mieux nous connaître. Cette vision, elle réduit considérablement la peur de l'échec. Elle devient impossible de perdre, ça devient impossible de perdre totalement lorsque chaque expérience contient l'apprentissage. On apprend tous les jours. Le point numéro 5. Remplacer l'amour de certitude par la recherche d'opportunités. Oui, alors l'une des phrases qui bloque le plus souvent l'action est « et si ça ne marche pas ?» On se pose trop de questions. Et si c'est une question naturelle, mais ça tourne en boucle dans notre tête et ça peut nous faire perdre nos capacités. C'est une question naturelle, mais elle est impossible à résoudre.
Personne ne peut prédire avec certitude l'avenir d'une relation, comme dans tous les domaines. Même après plusieurs années, même après un mariage, l'incertitude, elle fait partie intégrante de l'amour. Chercher à l'éliminer, c'est une bataille perdue d'avance. Une question beaucoup plus utile, ça serait de se dire, est-ce que cette opportunité mérite d'être explorée? C'est complètement différent de voir cette approche d'après moi. Nous ne cherchons plus à connaître le résultat, on cherche simplement à savoir si ça vaut la peine d'essayer. Et bien souvent, la réponse est oui. Parce qu'une conversation ne coûte presque rien quand on y pense. Un café, ça ne coûte presque rien. Une invitation coûte presque rien. En revanche, laisser passer une opportunité peut parfois laisser des regrets pendant des années. Et qui nous amène au point numéro 6, c'est accepter que l'amour implique une part de vulnérabilité. Pourquoi? Alors, voici peut-être la vérité la plus importante de cette conférence. Il est impossible d'aimer sans devenir vulnérable. Je m'explique. Dès que nous nous exprimons un intérêt sincère pour quelqu'un, nous prenons un risque. Le risque de ne pas être aimé en retour, d'être déçu et d'être blessé. Certaines personnes cherchent à éviter totalement ce risque. Elles se surprotègent, elles gardent leur distance. Mais cette stratégie produit un paradoxe. En voulant éviter la souffrance, elle empêche également la connexion. Car l'amour naît précisément dans cet espace où deux personnes acceptent de se montrer telles qu'elles sont. La vulnérabilité n'est donc pas une faiblesse, c'est le prix d'entrée de toute relation authentique. Ouais. Le point numéro 7, devenir acteur de sa vie sentimentale. Finalement, changer sa vision de l'amour, ça revient à passer d'une logique d'attente à une logique d'action. Beaucoup de personnes vivent leur vie sentimentale comme si elles attendaient qu'un événement extérieur vienne tout résoudre. Elles attendent la bonne rencontre, le bon moment, le bon signe, les bonnes circonstances. On revient au moment parfait. Mais l'amour récompense souvent davantage les personnes qui participent que celles qui attendent. Être acteur ne signifie pas forcément de forcer les choses. Ça signifie créer des occasions, initier des conversations, exprimer des intentions, assumer ses sentiments, accepter les réponses. Autrement dit, prendre sa part de responsabilité dans son destin amoureux. Si nous retournons une seule idée de cette deuxième partie, c'est celle-ci. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui arrive uniquement aux autres, ou aux plus chanceux. C'est une expérience à laquelle nous choisissons de participer. À partir du moment où nous cessons d'attendre la certitude, la perfection ou la garantie de réussite, une nouvelle question apparaît. Concrètement, comment on passe à l'action? Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant dans la troisième partie. 5 étapes pratiques pour transformer une intention amoureuse en action réelle. Alors, nous avons vu que nos blocages viennent souvent de nos peurs, de notre vision de l'amour. Mais une fois que on a compris tout ça, une question demeure. Comment passe-t-on concrètement de l'envie à l'action? Car beaucoup de personnes, elles savent ce qu'elles devraient faire, elles savent qu'elles devraient parler à cette personne, elles savent qu'elles devraient envoyer ce message, elles savent aussi qu'elles devraient proposer cette rencontre. Pourquoi elles ne le font pas? Pourquoi? D'après moi, parce que l'intention et l'action existent un espace rempli d'hésitation. On a plein d'hésitations qu'on se met en tête. Et cette troisième partie a pour objectif de rendre le passage à l'action plus simple, plus concret et plus accessible. La première étape, c'est de créer des opportunités. Une réalité dérangeante doit être acceptée. L'amour a besoin d'occasions pour exister. Cela semble évident, pourtant beaucoup de personnes espèrent rencontrer quelqu'un tout en restant enfermées dans des routines extrêmement limitées. Elles fréquentent les mêmes lieux, elles voient les mêmes personnes, répètent les mêmes habitudes, on revient à la zone de confort, puis elles s'étonnent que rien ne change. Imaginez un exemple, l'agriculteur qui ne sème aucune graine et qui s'interroge sur l'absence de récolte. Ça paraît absurde, et pourtant c'est souvent ce que nous faisons dans notre vie sentimentale. Créer des opportunités ne signifie pas courir après l'amour. Cela signifie simplement augmenter les occasions de rencontre. Par exemple, accepter une invitation que l'on aurait refusée habituellement, rejoindre une activité qui nous intéresse, participer à un événement, renouer avec certaines relations sociales, élargir en soi son cercle de connaissances. L'objectif, ce n'est pas de trouver immédiatement l'âme sœur. L'objectif, c'est de multiplier les interactions humaines. Car derrière chaque rencontre se cache une possibilité. Et aucune histoire, elle peut commencer sans rencontre.
Alors, l'erreur de la passivité, oui, c'est très important. Alors, oui, certaines personnes, elles peuvent adopter inconsciemment une stratégie d'attente. Elles pensent, si c'est la bonne personne, les choses se feront naturellement. Cette idée, oui, elle est séduisante, mais elle est souvent trompeuse. Les occasions ratées sont nombreuses simplement parce qu'elles ne sont pas prises, simplement parce que la personne n'a pas pris l'initiative. Deux personnes peuvent s'apprécier sincèrement et ne jamais se rapprocher parce qu'aucun de ces deux n'a osé faire le premier pas. Attendre uniquement les circonstances revient à laisser le hasard décider à notre place. Créer des opportunités, c'est reprendre une partie du contrôle. Et ce qui nous amène à la deuxième étape, c'est oser engager le contact. Une rencontre ne devient pas une histoire grâce à la télépathie. À un moment donné, quelqu'un doit parler. Et c'est souvent ici que les peurs réapparaissent. Nous imaginons que les rencontres, que les personnes à l'aise sociale possèdent des phrases magiques, des techniques secrètes, des formules parfaites. En réalité, ce qui fonctionne le mieux est généralement ce qui est le plus simple. Une conversation commence souvent par une question, une observation, une remarque sincère, un intérêt authentique. Le véritable enjeu n'est pas de dire quelque chose d'extraordinaire. Le véritable enjeu, c'est d'oser rentrer en relation. Car la plupart des conversations mémorables ne commencent pas par une phrase mémorable. Elles deviennent mémorables grâce à la qualité de l'échange qui va suivre. Ce qui nous amène à la règle des petits pas, que j'aime beaucoup. C'est beaucoup de personnes échouent parce qu'elles voient, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est qu'elles voient le passage à l'action comme un saut gigantesque. Elles imaginent immédiatement la déclaration d'amour, le rendez-vous, la relation, l'engagement. Mais le résultat, la pression, elle devient énorme. Une approche plus efficace consisterait à raisonner en petites étapes. Aujourd'hui, par exemple, se dire « je vais lui parler ». Puis, par la suite, je vais apprendre à mieux la connaître. Ensuite, je vais proposer un café. Par la suite, je vais exprimer mon intérêt, petit pas par petit pas. Chaque étape paraît beaucoup plus accessible du coup quand on a cette vision-là d'après moi. Et l'action, elle devient plus naturelle. Ce qui nous amène ensuite maintenant à la troisième étape, c'est montrer son intérêt. Et c'est probablement l'étape la plus mal comprise. Certaines personnes, elles montrent leur intérêt trop brutalement, on peut dire, ou d'autres la cachent complètement. Dans les deux cas, ça pose problème. Lorsque nous apprécions quelqu'un, il est important de lui envoyer des signaux cohérents. Ça peut passer par l'attention, l'écoute, la curiosité, la disponibilité, les compliments sincères, ce qui nous ramène à l'authenticité. Le mot important ici est la sincérité. Nous vivons dans une époque saturée de stratégies et de techniques. Pourtant, la plupart des êtres humains, ils perçoivent assez rapidement lorsque quelqu'un joue un rôle. L'authenticité, ça crée souvent l'avantage de la connexion plutôt que la performance. Pourquoi beaucoup cachent leur intérêt? Parce qu'ils pensent se protéger, ils se disent « si je ne montre rien, je ne risque rien ». Et cette stratégie produit souvent l'effet inverse, on va dire. L'autre personne ne peut pas répondre à un intérêt qu'elle ignore. Elle ne peut pas deviner ce qui n'est jamais exprimé. Ainsi, de nombreuses histoires ne commencent jamais, malheureusement, parce que chacun attend un signe plus clair de l'autre. Montrer son intérêt, ça ne garantit pas une relation, mais ne jamais le montrer garantit presque toujours l'absence de relation. La quatrième étape, c'est faire une proposition claire. À un moment donné, il faut sortir de l'ambiguïté. C'est souvent le moment le plus intimidant, d'après moi, parce qu'il rend la situation réelle. On rentre dans le concret en soi. Jusqu'ici, tout pouvait rester dans le domaine des hypothèses. Une proposition crée de la clarté. Par exemple, j'aimerais te revoir, ça te dirait qu'on prenne un verre, j'apprécie beaucoup le temps passé avec toi. Et si on remarque quelque chose, c'est aucune de ces phrases n'est spectaculaire. Elles sont simplement honnêtes. Et c'est précisément ce qui leur donne leur force, je trouve. C'est le courage de la clarté. La clarté demande beaucoup de courage. Pourquoi? Parce qu'elle expose, elle nous empêche de nous cacher derrière des suppositions, mais elle possède un immense avantage. Elle fait gagner du temps. Combien de personnes passent des semaines, voire des mois, parfois des années, dans les cas les plus extrêmes, à essayer d'interpréter des signaux contradictoires? Une communication claire réduit considérablement cette confusion, même lorsque la réponse n'est pas celle espérée. On vient à la cinquième étape, c'est accepter la réponse et continuer à avancer. Alors Alors l'étape la plus importante, une des étapes les plus importantes, c'est parce qu'elle détermine notre capacité à construire une vie amoureuse durable.
passer à l'action ne signifie pas obtenir systématiquement un résultat positif. Passer à l'action, ça signifie accepter le résultat quel qu'il soit. Si la réponse est positive, une nouvelle histoire peut commencer. Si elle est négative, plusieurs options s'offrent à nous. Nous pouvons nous remettre en question de manière excessive, abandonner, nous renfermer ou nous considérer cette expérience comme une étape normale du parcours. Les personnes qui réussissent, d'après moi, dans leur vie sentimentale, ce ne sont pas celles qui n'ont jamais connu le rejet. Ce sont souvent celles qui ont appris à ne pas faire une catastrophe de cette mauvaise expérience. Alors, c'est ce qui nous amène à un autre point, c'est transformer le rejet en expérience. Oui, chaque interaction apporte des informations précieuses. Elle nous apprend ce qui nous attire réellement, comment nous communiquons, ce qui fonctionne ou non, ce que nous recherchons dans une relation. Et l'échec n'est problématique que lorsqu'il nous immobilise. Lorsqu'il devient une source d'apprentissage, il permet à notre il participe à notre progression. Dans cette perspective, même une expérience décevante peut avoir de la valeur. C'est pour ça que l'idée essentielle, d'après moi, c'est privilégier l'action à la perfection. Si je devais résumer cette troisième partie en une seule phrase, ce serait celle-ci. C'est en amour, l'action imparfaite, et ça vaut dans beaucoup de sujets, elle vaut presque toujours mieux que l'inaction parfaite. La plupart des gens attendent le bon moment, les bons mots, la certitude, la confiance absolue. Mais ceux qui avancent comprennent une chose fondamentale. On ne construit pas une vie amoureuse en attendant d'être prêt. On devient prêt en vivant des expériences. Chaque conversation, chaque invitation, chaque tentative, ça constitue un pas vers davantage d'aisance, de confiance et de maturité relationnelle. Et maintenant que nous savons comment passer à l'action, une nouvelle question apparaît. Qu'est-ce qui fait échouer tant de personnes, même lorsqu'elles osent agir ? Oui, la réponse, elle se trouve souvent dans certaines erreurs récurrentes. On revient à vouloir être parfait, à chercher à convaincre, avancer trop vite ou trop lentement, confondre amour et validation personnelle. C'est ce que nous allons explorer dans la quatrième partie. Les erreurs les plus fréquentes qui empêchent les relations de se développer naturellement. Alors, jusqu'à présent, nous avons vu les blocages, ce qui nous empêche d'agir. Nous avons ensuite exploré la manière de changer notre vision de l'amour, puis les étapes concrètes du passage à l'action. Mais il existe une réalité importante, c'est agir ne suffit pas toujours malheureusement. Certaines personnes osent faire le premier pas, elles n'osent pas forcément faire le premier pas, mais elles tombent ensuite dans les pièges qui compliquent inutilement leur relation. Alors ces erreurs, elles sont extrêmement répandues parce qu'elles partagent souvent une bonne intention. Alors, ce qui nous amène au premier point. Chercher la perfection au lieu de chercher la connexion, oui. Alors l'erreur la plus fréquente que j'ai pu voir jusqu'à présent, ça consiste à croire qu'il existe une manière parfaite d'aimer au lieu de séduire. Certaines personnes réfléchissent pendant des heures avant d'envoyer un message. Elles relisent 10 fois leur phrase. Elles analysent chaque mot. Elles cherchent la formulation idéale, comme si leur avenir amoureux dépendait d'une ponctuation ou d'un emoji. Et je parle aussi en expérience personnelle. Cette recherche de perfection est compréhensible, bien sûr, mais nous voulons éviter les erreurs. Nous voulons faire une bonne impression, mais elle produit souvent l'effet inverse. Pourquoi ? Parce qu'elle nous éloigne de la spontanéité. Et lorsque nous cherchons à être parfaits, nous cessons d'être naturels. Nous ne sommes plus en train de communiquer, nous sommes en train de performer et les relations humaines ne se construisent pas sur la perfection, elles se construisent sur l'authenticité. Et le paradoxe de la perfection, c'est que les personnes que nous apprécions le plus ne sont généralement pas parfaites. Elles sont humaines, elles ont leurs qualités, leurs maladresses, leurs défauts, leur personnalité. Mais c'est ça qui crée, d'après moi, je pense que beaucoup de personnes peuvent être d'accord, c'est ça qui crée l'attachement. Ce n'est pas l'absence d'imperfection, c'est la présence d'une authenticité. Pensez par exemple à vos amis les plus proches. Les aimez-vous parce qu'elles sont parfaites ou parce qu'elles sont eux-mêmes ? L'amour suit souvent la même logique. La perfection impressionne parfois, mais l'authenticité, elle crée davantage de connexion. Et c'est pour ça que je pense le danger, qui amène au prochain point, c'est le danger de l'autocensure.
À force de vouloir bien faire, certaines personnes elles finissent par ne plus rien faire. Elles attendent le bon moment, le bon message, la bonne opportunité. Et pendant qu'elles attendent, la vie continue. La recherche de perfection devient alors une forme déguisée de procrastination. On croit préparer l'action, en réalité, on l'évite. Et ce qui nous amène à un deuxième point, c'est vouloir convaincre quelqu'un de nous aimer. Une autre erreur, c'est c'est l'erreur la plus particulièrement douloureuse, je trouve. C'est lorsqu'une personne nous plaît beaucoup, nous pouvons être tentés de croire que si nous faisons suffisamment d'efforts, elle finira par nous aimer. Nous pensons que si elle me connaissait mieux, si je lui prouvais ma valeur, si j'étais plus présent, cette logique semble romantique, oui, mais elle repose sur une illusion. L'amour, ce n'est pas une négociation, ce n'est pas un argumentaire. L'amour, ce n'est pas un dossier que l'on présente devant un jury. La différence entre séduire et convaincre, ça consiste à révéler qui l'on est. Convaincre consiste à essayer de modifier la décision de l'autre, et cette différence est fondamentale. Dans une relation saine, l'intérêt doit être réciproque. Bien sûr, l'attirance, ça peut évoluer. Les sentiments peuvent grandir, mais personne ne devrait avoir à se battre continuellement pour obtenir une place dans le cœur de quelqu'un. Lorsqu'une personne nous montre clairement qu'elle n'est pas intéressée, la dignité consiste souvent à accepter cette réalité. Non parce que nous abandonnons, mais parce que nous respectons à la fois l'autre et nous-mêmes. On ne pourra jamais plaire à tout le monde. Le coût émotionnel de l'acharnement. Plus nous essayons de convaincre quelqu'un qui ne partage pas le même intérêt que nous, plus on risque la frustration, la dépendance émotionnelle, la perte d'estime de soi. Nous finissons par croire que notre valeur dépend de la réponse de cette personne. Or, d'après moi, aucune relation équilibrée ne peut naître dans ce déséquilibre. Aller trop vite ou trop lentement. Le point numéro 3, oui. Une autre erreur fréquente concerne le rythme. Certaines personnes avancent très vite, d'autres n'avancent presque jamais. Et dans les deux cas, ça peut créer des difficultés. Ceux qui vont trop vite, par exemple. Lorsqu'une personne nous plaît énormément, il est facile de s'emballer. On se projette rapidement, une histoire, un avenir, des attentes importantes. Le problème, c'est que la relation n'a pas encore eu le temps d'exister réellement. Nous tombons parfois amoureux d'un potentiel avant de connaître vraiment la personne. Le résultat, c'est que nous créons une intensité que l'autre ne partage pas forcément. Et cette différence de rythme peut faire peur, mettre de la pression ou provoquer un éloignement. Et on va parler maintenant de ceux qui vont trop lentement. Et à l'inverse, cela, certaines personnes elles peuvent rester tellement prudentes qu'elles ne donnent jamais de direction à la relation. Elles attendent trop, un signe supplémentaire, davantage de certitude, on revient au moment parfait, puis encore une autre confirmation et ainsi de suite. Le problème est qu'une relation a besoin de mouvement. Et à force d'attendre, d'après moi, l'énergie, elle retombe. L'autre personne peut interpréter cette hésitation comme un manque d'intérêt ou simplement poursuivre son chemin de son côté. C'est pour ça que ça nous amène à un point qui est trouver le bon rythme. Le bon rythme est rarement extrême. Il repose sur 3 principes, qui est la réciprocité, l'intérêt circule dans les 2 sens, la progression, chaque étape construit naturellement la suivante, le respect, ni pression excessive, ni passivité totale. Le bon rythme est souvent celui qui permet à 2 personnes de se découvrir progressivement. Le point numéro 4, confondre amour et validation personnelle. Cette erreur, elle est probablement la plus profonde car elle touche directement notre estime de nous-mêmes. Certaines personnes, elles ne cherchent pas seulement l'amour, elles cherchent une preuve de leur valeur, inconsciemment ou consciemment. Elles pensent, si quelqu'un m'aime, cela prouvera que je suis digne d'être aimé. Si cette personne me choisit, ça signifie que j'ai de la valeur. Le problème est immense parce que nous confions alors notre estime personnelle à quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est dangereux? Parce que lorsque notre valeur dépend du regard d'une autre personne, un refus devient une catastrophe, une dispute devient une menace, une rupture elle devient une remise en question totale de notre identité. Nous ne vivons pas une relation, on cherche constamment à être rassuré. Et cette dépendance crée souvent de la souffrance. L'amour ne répare pas tout, on est d'accord. Comme j'ai pu le citer en amont de ce point-là, il y a beaucoup de films qui nous racontent qu'une rencontre, ou les séries, peu importe, peut tout transformer.
que l'amour va combler tous nos manques, réparer toutes nos blessures, effacer toutes nos insécurités. Mais dans la réalité, les choses sont plus complexes. Une belle relation peut nous soutenir, nous inspirer, nous faire grandir. Mais elle ne peut pas accomplir seulement un travail intérieur que nous refusons de faire nous-mêmes. Aucune personne ne peut porter à elle seule le poids de notre bonheur. Deux personnes complètes, pas deux moitiés. Oui, un autre point intéressant, on entend souvent parler de moitié, l'idée, qu'une autre personne viendrait nous compléter. Alors cette image, elle est romantique, mais elle est parfois dangereuse. Une relation saine ressemble davantage à la rencontre de deux personnes entières, deux personnes qui choisissent de partager leur chemin, pas parce qu'elles sont incomplètes, mais parce qu'elles enrichissent naturellement et qu'elles s'enrichissent mutuellement. Et ce qui m'amène à la conclusion de cette quatrième partie, si nous devrions résumer les 4 grandes erreurs étudiées à l'instant, c'est de ne pas chercher à être parfait, tout simplement. Chercher à être authentique, ne pas chercher à convaincre, chercher la réciprocité, ne cherchez pas à contrôler le rythme, cherchez la progression naturelle. Ne cherchez pas dans l'amour la preuve de votre valeur, cherchez le partage. Car au fond, les relations les plus solides, elles ne sont pas celles qui reposent sur la performance, le contrôle ou la peur. Ce sont celles qui reposent sur la vérité, la simplicité et le respect mutuel. Après avoir compris les blocages, changé notre vision de l'amour, appris à passer à l'action et identifier les erreurs les plus fréquentes, il reste une question essentielle. Qu'est-ce qui permet réellement de persévérer dans le temps, sur le long terme, malgré les peurs, les déceptions et les incertitudes? Et la réponse, elle tient en un mot, le courage. Pas le courage spectaculaire des héros de cinéma, par exemple, mais le courage discret, quotidien et profondément humain de celui ou celle qui continue à aimer malgré le risque. Parce que c'est ce que nous allons découvrir dans la 5e et dernière partie de cette conférence, c'est le courage amoureux. Et qui rejoint beaucoup de courage qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. Alors, depuis le début, on a parlé des peurs qui nous bloquent, des croyances qui nous limitent, des actions qui nous permettent d'avancer et des erreurs qui peuvent nous freiner. Mais derrière tous ces sujets, ça se cache une qualité essentielle. Une qualité sur laquelle aucune histoire d'amour ne peut véritablement exister. Cette qualité-là, c'est le courage. Lorsque l'on parle de courage, beaucoup imaginent quelque chose d'extraordinaire, un acte héroïque, un exploit. Et pourtant, en amour, le courage est souvent beaucoup plus discret d'après moi. C'est le courage d'envoyer un message, tout simplement. Le courage de dire ce que l'on ressent. Le courage de faire le premier pas. On en revient au passage à l'action. Le courage d'accepter un refus, de se remettre en question, le courage de recommencer après une déception. Autrement dit, le courage amoureux n'est pas spectaculaire, il est quotidien. Et ça nous amène au point qui est le courage n'est pas l'absence de peur. C'est probablement la première idée à comprendre à propos de ça, c'est beaucoup de personnes pensent que quand je n'aurai plus peur, j'agirai. Mais cela fonctionne rarement ainsi. Les personnes courageuses ne sont pas celles qui ne ressentent aucune peur. C'est celles qui agissent malgré cette peur. Si on prend l'exemple simple, imaginez quelqu'un qui doit prendre la parole devant plusieurs centaines de personnes. Même après des années d'expérience, par exemple, ils peuvent ressentir du stress. La différence, c'est qu'ils ne se laissent pas, ils ne laissent pas ce stress prendre le dessus et décider à leur place. En amour, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir peur d'être rejeté, de paraître maladroit, d'être blessé, de vous tromper. Ces peurs sont normales. Elles sont tout à fait légitimes, elles ne sont pas un signal d'arrêt, elles sont simplement le signe que quelque chose compte pour vous. Une phrase à retenir, c'est le courage ne consiste pas à dire je n'ai pas peur, le courage consiste à dire j'ai peur, mais je vais quand même avancer, j'y vais quand même. Et cette nuance, elle change tout, parce qu'elle rend le courage accessible à tout le monde. C'est comme un muscle qu'on travaille régulièrement. Vous n'avez pas besoin d'attendre de devenir intrépide ou inarrêtable, vous avez simplement besoin d'accepter une dose d'inconfort. Le point numéro 2 de ce point-là, c'est le courage de se montrer tel que l'on est. Alors, l'un des plus grands risques en amour, oui, n'est pas d'être rejeté, je pense, c'est d'être vu, vraiment vu. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui nous plaît, nous sommes souvent tentés de montrer une version améliorée de nous-mêmes. On veut paraître plus confiant, plus intéressant, plus brillant, séduisant. C'est la nature humaine.
Mais à long terme, une relation, elle ne peut pas reposer sur un personnage, un masque que l'on se met au quotidien. Elle doit reposer sur une personne. Le véritable courage consiste donc à accepter d'être authentique, à montrer ses qualités et aussi ses imperfections, ses hésitations, ses vulnérabilités. Car une relation, elle ne se construit pas lorsqu'on est admiré pour un masque. Elle se construit lorsqu'on est accepté pour ce que l'on est réellement. C'est le risque de l'authenticité. Bien sûr, être authentique comporte un risque. Certaines personnes ne nous apprécieront pas. Comme je l'ai dit en amont, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais si on y réfléchit un instant, quel est le coût de l'authenticité? Si quelqu'un tombe amoureux d'un personnage que nous jouons, combien de temps ça peut durer d'après vous? Le courage d'être de l'authenticité est parfois inconfortable à court terme, mais il est libérateur à long terme. Et le courage d'accepter le rejet, ce qui nous amène au point numéro 3. Parmi toutes les formes de courage amoureux, celle-ci est, c'est probablement la plus difficile. Parce qu'elle touche directement notre ego. Personne n'aime être rejeté, on est d'accord. Personne, même les personnes qui semblent très sûres d'elles, même les personnes expérimentées, même les personnes très attirantes, le rejet fait partie de la condition humaine. Il faut changer sa lecture du rejet, sa perception. Comme on peut dire en coaching, le recadrage, voir les choses sous un autre angle. Le problème n'est pas le rejet lui-même. Le problème est souvent l'interprétation que nous en faisons. Beaucoup traduisent « cette personne ne veut pas de relation avec moi par « je ne mérite pas d'être aimé ». Et cette conclusion, elle est fausse. Une incompatibilité ne définit pas notre valeur. Elle définit uniquement une absence de correspondance entre deux personnes, rien de plus. Il faut avoir le courage de continuer. Chaque personne qui a connu une belle histoire d'amour a probablement connu des échecs, des déceptions amoureuses, des ruptures, des moments de doute, de remise en question. La différence, ce n'est pas qu'elles ont été épargnées. La différence, c'est qu'elles ont su avancer, ne pas laisser ces expériences négatives les convaincre d'abandonner définitivement. Le courage amoureux consiste parfois simplement à rester ouvert après avoir été blessé. Et cela demande énormément de force. Et ce qui nous amène au point numéro 4, le courage de renoncer. On parle souvent de courage de poursuivre, on parle moins de courage de lâcher prise. Oui, le lâcher prise est très important. Pourtant, il est tout aussi important. Certaines personnes s'accrochent à une relation qui ne leur convient plus. On en revient au lâcher prise, à un amour non réciproque, à un espoir devenu réaliste, on va dire. Pourquoi? Parce qu'abandonner semble douloureux, mais parfois, le véritable courage n'est pas de continuer, c'est d'accepter la réalité, de reconnaître qu'une histoire est terminée ou qu'elle ne commencera jamais. La différence entre persévérance et obstination. Persévérer, ça signifie quoi? C'est continuer lorsque quelque chose a encore du sens. S'obstiner, la différence, ça signifie continuer alors que tout indique le contraire. Le courage amoureux consiste à savoir distinguer les deux. Cette lucidité est une forme de maturité émotionnelle. Le point numéro 5, c'est le courage d'aimer sans garantie. Voici peut-être la plus grande leçon de cette conférence, d'après moi, oui, c'est que nous vivons dans une époque qui valorise le contrôle. Toujours vouloir contrôler, mais ce qui nous amène à la frustration, comme on a pu le voir précédemment. Nous voulons sans cesse tout prévoir, sécuriser, garantir les résultats, mais l'amour échappe largement à cette logique. Aucune relation ne vient avec une garantie, aucune rencontre ne promet un avenir, aucun sentiment il offre la certitude absolue. Et pourtant, les plus belles histoires existent. C'est le pari de l'amour, d'après moi. Aimer, c'est accepter une forme d'incertitude. C'est investir du temps, de l'énergie et des émotions sans connaître exactement le résultat. Accepter l'incertitude. Cela pourrait ressembler à un pari, mais c'est un pari qui donne du sens à l'existence. Car les plus grands moments de notre vie sont rarement ceux qui étaient garantis. Ce sont souvent ceux qui nous ont... Ce sont souvent ceux que nous avons osé vivre malgré l'incertitude. On va attaquer le point numéro 6, c'est le courage de devenir acteur de sa vie sentimentale. Au fond, tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui, ça peut se résumer à une idée. Il existe deux manières de vivre sa vie amoureuse. La première, ça consiste à attendre la bonne personne, le bon moment, le bon signe, la disparition de toute peur, de tout stress. La seconde, ça consisterait à participer,
à créer des occasions, exprimer ses sentiments, prendre des initiatives, assumer les réponses et continuer à avancer. La première approche, elle procure parfois un sentiment de sécurité, mais la seconde, elle offre davantage de possibilités de vivre réellement, ce qui nous ramène à l'authenticité. Ensuite, je vais arriver à la conclusion, c'était oser vivre pleinement plutôt que d'attendre. Oui. Alors, nous arrivons maintenant au terme de cette réflexion sur le passage à l'action en amour. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette conférence, ça serait celle-ci. C'est l'amour n'est pas une question de certitude. L'amour, c'est une question de courage. Et depuis le début de notre échange, nous avons exploré ensemble les différentes raisons qui empêchent tant de personnes d'avancer. On a parlé du rejet, de la peur du regard des autres, la peur de souffrir, la peur de se tromper. Et finalement, nous avons découvert que derrière toutes ces peurs se cache souvent la même interrogation. Et si ça ne marchait pas? Toutes les questions qu'on se pose en tête. Et si c'est une question profondément humaine et légitime, comme on a pu le dire, elle contient un piège parce qu'elle nous pousse à rechercher quelque chose qui n'existe pas, la garantie et la perfection. Or, aucune histoire ne commence avec une garantie, vous êtes d'accord? Aucune. Personne ne sait exactement où mènera une rencontre. Personne ne peut prédire l'évolution d'une relation, personne ne peut promettre que tout se passera comme prévu. Et pourtant, chaque jour, des millions de personnes tombent amoureuses. Pourquoi? Parce qu'elles acceptent cette part d'incertitude, le passage à l'action. Et le véritable choix, au fond, la vie amoureuse, elle nous place devant un choix. Un choix que chacun doit faire à sa manière. D'après moi, c'est le premier choix, ce serait attendre d'être plus... un choix que chacun doit faire à sa manière, on va dire. Le premier chemin consiste à attendre d'être plus confiant, d'être plus séduisant, d'avoir davantage plus de temps, d'être parfait, le signe parfait, etc. Le problème, c'est que cette attente, elle peut devenir infinie. Parce que la confiance totale n'arrive jamais. Elle n'arrive jamais. Parce que le moment parfait n'existe pas. Je reviens là-dessus, mais c'est super important de prendre conscience de ça, parce que la certitude absolue ne fait pas partie de l'expérience amoureuse. Le second chemin consiste à accepter que l'on ne contrôle jamais tout. Et avancer malgré ça, c'est le chemin du courage. Non pas un courage spectaculaire comme on a pu voir, mais un courage simple, humain et accessible. Le courage de dire bonjour, le courage d'envoyer un message, de proposer une rencontre, d'exprimer ce qu'on ressent, d'accepter une réponse qui n'est pas toujours celle qu'on espérait, mais d'accepter tout simplement. Les regrets les plus lourds, d'après moi, c'est lorsqu'on écoute les personnes parler de leur vie avec du recul. Un phénomène revient souvent, elles regrettent rarement d'avoir essayé, même lorsque cela n'avait pas fonctionné. Même lorsqu'on a souffert, parce qu'elles savent, elles ont une réponse, elles ont vécu des expériences. En revanche, beaucoup restent marqués par les occasions qu'elles n'ont jamais osé faire. C'est là, d'après moi, les principaux regrets que beaucoup de personnes ont. Par cette personne par ce message jamais envoyé, par exemple, par ce sentiment jamais exprimé, par cette rencontre qu'elles ont laissé passer. Pourquoi ces souvenirs restent-ils parfois si présents? Parce qu'ils n'ont jamais eu de fin. Ils restent suspendus dans notre imagination, et l'imagination a souvent tendance à embellir ce qui n'a jamais existé. Et ce qui m'amène au dernier point de cette conclusion, c'est une invitation à changer de perspective. On peut reparler de recadrage. Peut-être que certaines personnes ici pensent aujourd'hui à quelqu'un, une personne qui leur plaît, une personne qu'elles aimeraient mieux connaître, une personne à qui elles n'ont jamais osé dire ce qu'elles ressentent. Si c'est le cas, je voudrais vous proposer une autre manière de regarder la situation. Au lieu de vous demander « et si je me faisais rejeter ?» demandez-vous « et si cette personne pouvait changer quelque chose dans ma vie ?» Au lieu de vous demander « et si cela ne marchait pas ?» et si j'avais pas les bons mots, et si cela ne valait pas la peine d'être tenté, parce que l'action, ça ouvre des possibilités. Comme on a pu le dire déjà, l'inaction les ferme. L'amour comme une aventure humaine. Pour voir ça, oui, l'amour comme une aventure humaine. Finalement, l'amour, ce n'est pas seulement une histoire de rencontre, c'est une aventure de croissance personnelle, d'après moi. Chaque expérience nous apprend quelque chose. Chaque interaction nous révèle une partie de nous-mêmes, nous apprend quelque chose chaque jour. Chaque relation nous fait évoluer, même celle qui ne dure pas, même celle qui se termine, même celle qui ne commence jamais vraiment, on va dire. L'amour nous apprend à communiquer, à écouter, à nous connaître, à accepter nos vulnérabilités, à faire confiance
à nous relever après les déceptions, ce qui est très important. C'est pour cela qu'il est précieux, non pas parce qu'il est toujours facile, mais parce qu'il nous transforme. Et le dernier message, ça serait, avant de nous quitter, j'aimerais vous faire donner une réflexion. Imaginez-vous dans plusieurs années que vous regardez votre vie en arrière. Quelle histoire aimeriez-vous vous raconter? L'histoire de quelqu'un qui a toujours attendu d'être prêt, ou l'histoire de quelqu'un qui a parfois eu peur, qui a parfois échoué, qui a parfois été déçu, mais qui a osé vraiment vivre pleinement. Parce qu'au fond, passer à l'action en amour, ça ne consiste pas seulement à rencontrer quelqu'un. Cela consiste à choisir quel type de personne nous voulons être. Une personne qui subit les circonstances ou une personne qui participe à sa propre vie. Et si je pouvais résumer toute cette conférence en une seule phrase, ça serait celle-ci. N'attendez pas que la peur disparaisse pour agir. Agissez suffisamment pour découvrir que la vie commence souvent juste derrière cette peur. En tout cas, c'est ce que je voudrais vraiment que vous reteniez de cette conférence, cette fameuse phrase. Je vous invite à la noter si vous voulez. N'attendez pas que la peur disparaisse. Agissez suffisamment pour découvrir que la vie commence souvent juste derrière cette peur. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour votre attention, votre participation et votre écoute et le temps partagé. Je vous souhaite une excellente soirée et je vais redonner la parole à Simona. Merci Maxime, merci beaucoup pour cet échange vraiment très constructif. J'ai vraiment adoré tout ce que tu as dit, hein. Donc ça a été un webinaire très riche en contenu. J'avoue que, comme tu sais bien, moi j'aime bien poser beaucoup de questions à la fin. Et en fait, en réalité, aujourd'hui, tu as déjà répondu à toutes mes questions. Donc, je te remercie pour ce parcours qui a été un parcours vraiment très, très clair. Et ça a été un grand plaisir de t'entendre. J'aimerais bien, parce que tu sais, en fait, tu fais partie de notre équipe de coachs externes et j'aimerais bien que tu prennes un tout petit peu du temps pour présenter un peu ton parcours. Je sais aussi que, toi, tu es dans une relation stable avec un lien sécurisant. Tu es un jeune papa aussi. Et voilà, j'aimerais bien qu'on prenne un petit moment pour passer justement, un peu la présentation un peu plus étendue de ta personne, parce que tu sais bien que tu es une très, très belle personne. Oui. Très bien. Ok. Mais alors, je détaille un peu plus ma présentation. Moi, je suis Maxime. Voilà, comme l'a pu le dire Simona, je suis jeune papa. J'ai 33 ans. J'étais alors, pour résumer un petit peu mon expérience professionnelle, j'ai commencé dans la grande distribution en tant qu'adjoint manager. J'ai pu évoluer dans l'entreprise. Et c'est vrai que ensuite, j'ai été militaire après ça. J'ai été militaire pendant 3 ans et j'ai pu observer dans mon quotidien que beaucoup de personnes ont besoin justement d'être accompagnées dans plusieurs domaines. Et ce qui m'a amené par la suite à m'intéresser à tout ce qui était psychologie, le coaching notamment. Et c'est pour ça que je me suis formé dans ce domaine-là qui me passionne énormément et que je trouve que beaucoup de personnes ont besoin d'être accompagnées pour maximiser le potentiel qu'elles ont. Parce que beaucoup de gens, énormément de gens d'après moi, ont beaucoup de qualités qui ne mettent pas à profit. Et c'est pour ça que j'en suis à ce niveau-là actuellement dans ma vie, qui est d'accompagner les personnes à maximiser leur potentiel. Et comme j'ai pu le dire dans la conférence, tous les points que j'ai abordés, c'est vraiment des sujets aussi, quand j'ai préparé cette conférence personnelle, que j'ai mis à profit dans mon expérience et qui m'ont beaucoup aidé. Et comme je disais, il ne faut pas attendre la perfection. Moi-même, quand je discute de la conférence, et je cherche mes mots, ce n'est pas toujours parfait, mais l'essentiel, c'est de faire passer un message et d'inciter le passage à l'action malgré l'incertitude. Et c'est vraiment le message que je voulais faire passer ce soir. C'est que ce que j'ai pu réussir dans ma vie jusqu'à présent, que ce soit professionnel, personnel, que ce soit avec ma compagne, que ce soit dans mon couple, avec ma vie de jeune papa actuellement, tous les points que nous avons abordés, je les ai mis à profit et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai encore beaucoup à apprendre, mais
C'est vraiment le message que je voulais faire passer ce soir, c'est le passage à l'action qui est essentiel. Ne pas trop attendre la procrastination parce que je suis passé par là moi aussi. Et c'est vrai que en travaillant sur moi, oui, continuellement, en me remettant en question, j'ai pu évoluer et puis j'ai que du positif. Alors j'encourage vraiment tout le monde à pas se mettre trop de barrières en tête, de pas attendre la perfection et d'agir tout simplement. Voilà pour moi Simona, pour ma présentation. Et j'espère en tout cas que le sujet de ce soir a plu à beaucoup de personnes, je l'espère, et incité à passer à l'action. Je pense honnêtement que ça a été un sujet majeur en fait, hein, et je te remercie beaucoup Maxime pour cette belle conférence. Voilà, je te remercie vraiment beaucoup. Eh bien, moi, je donne voilà, mes salutations. Merci encore à toi Simona. Voilà, je te laisse saluer encore tout le monde si tu veux, Maxime. Encore merci à tous d'avoir été présents, de m'avoir écouté et d'avoir accordé de votre temps. Et car c'est un sujet, tous les sujets sur Réal à mort sont très, très intéressants et très importants d'après moi. Et encore merci d'avoir assisté à ce webinaire ce soir. Merci beaucoup. Merci pour ta bienveillance, surtout Maxime, et je donne mon au revoir à tout le monde. À la prochaine fois avec notre prochain webinaire. Une bonne soirée à tous. Au revoir. Merci Maxime.